Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un peu spécial parce que vous êtes en train de regarder une vidéo que je comptais faire depuis des années. J'ai énormément de commentaires ou de demandes d'informations sur les équipements que je prends. Dans la plupart de mes vidéos on me voit avec un sac à dos qui est monstrueux, faut le dire, qui est au moins 5 fois plus gros, voire 10 fois plus gros que le sac à dos de n'importe quel enduriste. Et c'est normal que vous posiez la question, mais qu'est-ce qu'il fout là-dedans? Et je vous avoue que des fois moi aussi je me la pose la question. Vous le savez, ma pratique de VTT est un peu spéciale puisqu'elle combine le vélo et la vraie montagne. Concrètement, on appelle ça du vélo de montagne, sachant qu'il y a aussi une notion de freeride quand il n'y a pas de chemin et que les itinéraires sont pas balisés. Quand on fait l'inventaire de tout ce que j'ai besoin pour partir en montagne, on prend vraiment beaucoup de matos. Et que je mets ça petit à petit dans le sac, au bout d'un moment, on aboutit à ce truc énorme et je suis obligé d'aller rider avec ça. D'ailleurs, ça augmente considérablement la difficulté. Ça change le centre de gravité, ça déséquilibre, ça fait qu'on est moins fluide dans ses mouvements. Donc croyez-moi, si je prends tout le matériel que j'ai sur le dos, c'est qu'il est nécessaire, je le prends pas pour le plaisir. Bon Fanny, je suis désolé, mais là, tu vas être vraiment chargé. Hein. Donc j'avais commencé il y a quelques années déjà, un peu plus de 2 ans si ma mémoire est bonne, à faire des vidéos sur mes équipements. J'avais fait une vidéo spécifique sur les équipements de sécurité, une autre spécifique sur les équipements de réparation de vélo. Mais finalement, j'avais pas eu le temps de faire toute la série que je comptais faire, et cette vidéo, elle va être là pour rectifier ça. C'est-à-dire, je vais prendre mon sac, et je vais l'ouvrir devant vous, et on va regarder tout ce qu'il y a dedans, et je vais vous expliquer pourquoi je prends tel équipement, pourquoi particulièrement celui-ci plutôt qu'un autre. Alors le problème dans cette vidéo, c'est que vu qu'on va parler d'équipement et de matériel, on va forcément parler de marques. Or, vous le savez, j'ai un certain nombre de marques qui me sponsorisent, mais cette vidéo, c'est pas du tout une vidéo de promotion ni de pub. Je la fais pour vous, c'est vous les abonnés qui la réclamez depuis un moment, je la fais pas pour promouvoir des marques. Donc du coup, dedans, je vais parler de certaines marques qui me sponsorisent, mais la plupart des marques que vous allez voir, c'est des marques qui me sponsorisent pas du tout, avec lesquelles j'ai aucun lien. Donc le but est tout simplement d'être exhaustif, aussi exhaustif que possible. Alors on va aller chercher mon sac à dos, mais juste avant, je vais vous montrer la salle où je le prépare, ce sac à dos, parce que c'est aussi intéressant. Donc ici, je vous fais pénétrer dans la pièce la plus importante de la maison. Voici mon bureau où je fais tous mes montages vidéo, mais surtout où je prépare également tout le matos pour mes sorties en montagne. En fait, mon but, c'est de pouvoir être prêt en moins de 5 minutes. Alors en premier lieu, évidemment, le vélo avec toutes ses pièces de rechange. Dans ce meuble, tous mes casques vélo et ski. Oui, je sais, il y en a beaucoup. Ici, mon râtelier à caisse, c'est le cœur de ma zone de préparation. D'abord, ma caisse à outils avec tout ce qu'il faut pour réparer un vélo. Évidemment, c'est pour quand je pars sur plusieurs jours, hein, c'est pas pour mettre dans le sac à dos. Et diverses chaussures de montagne, le matériel d'escalade, le matériel de bivouac, le matériel de base qu'on prend en permanence dans un sac, quel que soit le sport, le matériel de ski de montagne, donc ski alpinisme, hein, grosso modo, les protections de vélo, et une caisse vide bonus pour du matériel en plus à mettre dans la voiture. Ensuite, dans le placard, donc là c'est toutes les fringues, shorts de VTT, pantalons de montagne ou de VTT, manches courtes, manches longues, chaussettes de sport, les vestes de montagne, toutes les barres énergétiques, tous mes sacs à dos accrochés dans la penderie, le matériel de bivouac, le matériel électrique, toutes mes cartes, enfin là c'est juste pour la France, les diverses paires de gants de rechange, et toutes les boîtes de rangement d'hiver. Bon, ici, soigneusement rangé dans un coin, il y a les skis et chaussures. Enfin, à cet endroit-là, il y a toutes les connexions pour recharger tous mes appareils électriques après chaque ride. Et puis là, ma station de montage, je vous ai monté la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc en gros, je suis capable de prendre tous mes équipements pour n'importe quel sport, VTT, ski, montagne, en 5 minutes chrono. J'ai le plaisir de te présenter mon sac. Alors là, il est chargé exactement avec tout ce dont j'ai besoin pour partir en montagne. Là, concrètement, je peux le mettre sur le dos, je peux partir avec mon bike pour faire un gros ride. Hein. Comme tu le vois, ça fait quand même une belle bête. Et encore, là, il n'y a pas le matériel de bivouac dedans. Je vous parle même pas de quand je vais passer sur le volume du dessus. Je vais commencer par parler du sac en lui-même, parce que le sac, c'est vraiment un équipement important. Alors attention, parce que concrètement, ce sac, c'est pas du tout un sac fait pour faire du VTT à la base. Hein. Ça, c'est un sac, on peut même pas dire d'alpinisme, parce qu'il est relativement petit pour un sac d'alpinisme. C'est pas non plus un sac de ski freeride, même s'il peut être utilisé pour.
C'est vraiment un sac hybride. Il n'en existe pas des masses, des modèles comme ça. Chaque marque en a souvent un qui s'approche un peu, mais il n'y a pas énormément de choix. Le but, en fait, de ces sacs, c'est de faire de l'alpinisme engagé à la journée, des petites courses bien techniques, comme des goulottes, de la cascade de glace, des choses comme ça. De base, c'est pas un sac fait pour faire du vélo. Donc si tu fais juste de l'enduro, on va dire classique, dans ce cas-là, il faut un sac de ride comme ça, beaucoup plus light, et où la différence fondamentale, c'est pas forcément le volume, même si celui-ci est un peu plus petit, mais c'est surtout le positionnement des sangles ventrales. Vous voyez là, celui-là, les sangles, elles sont très basses, et elles sont faites pour tenir sur les hanches, que j'ai expliqué dans ma précédente vidéo de tuto, celle où j'explique comment porter son vélo. C'est-à-dire qu'il faut que le poids repose sur les hanches. Ah, hyper important. Celui-ci, le sac de ride, les sangles, elles sont vachement plus hautes. Le principe, c'est justement de ne pas être sur les hanches, mais d'être sur le ventre, pour coller le plus possible le sac au dos, ce qui fait qu'il est bien mieux placé pour rider. Et en plus, il gêne pas non plus pour pédaler quand on est plié en deux sur le vélo. Et ben, je préfère porter. Alors, quels sont mes critères de choix pour un sac? Je vous avoue que c'est pratiquement l'équipement le plus dur à trouver, parce qu'il y a plein de choses à prendre en compte. Alors, la première, c'est le volume. Là, ce sac-là, il fait 35 litres de base, et en fait, il fait encore au moins 5 litres supplémentaires, si on considère la poche du dessus. Donc on va dire, c'est entre 35 et 40 litres qu'il faut. Comme vous voyez, 35-40 litres, il est chargé. Et encore, il n'y a pas le casque dedans. C'est pour ça que je l'ai mis à côté. Le casque, il va venir dessus après. Alors ensuite, qu'est-ce qui est important? Il faut que la base dorsale soit adaptée à ta morphologie. Alors pour ça, il faut forcément les tester, les sacs. Il n'y a pas de choix. Il vaut mieux pas les acheter sur Internet et aller dans les magasins. Et d'ailleurs, c'est plus sympa d'aller chez Sri Lanka que sur Amazon, hein, parce que là, tu as des gars qui peuvent te conseiller, justement. Ok, petit placement de marque sponsor. J'arrête, promis. Alors ensuite, ce qui est important, c'est que moi, la dorsale, elle a une structure rigide. Concrètement, ça veut dire qu'il y a une tringle en aluminium qui fait le tour et qui rigidifie tout le dos. C'est important parce que la plupart des sacs actuels, et ça je le regrette, ils sont de plus en plus souples, de plus en plus mous, parce qu'ils sont de plus en plus légers. Sauf que moi je préfère avoir un sac un peu plus lourd, mais qui tient vraiment mieux sur le dos, et sur lequel on peut mettre un vélo de 15 kg. Parce que bien sûr, de base, ce sac il est fait pour porter 10 kg maxi. Il n'est pas fait pour porter 10 kg plus 15 kg, 25 kg. Tant que j'en suis à l'aspect dorsal, ce qui est super intéressant sur ce sac, c'est que vous voyez, en fait, toute la base dorsale s'ouvre et permet d'accéder à n'importe quoi dans le sac à tout moment. C'est vraiment génial quand on est en montagne, parce que sinon, il faut ouvrir le sac par le haut, sortir les fringues en règle générale qui sont dessus, aller chercher au fond, tout remettre, et puis du coup, en plus, ça permet d'agencer correctement tous les équipements, qu'ils soient bien mis pour que le dos soit droit. Ce qui est important aussi pour moi, c'est d'avoir tout un paquet de sangles sur l'extérieur, qui permettent d'attacher le casque ou d'autres trucs. Parce que c'est ça qui me sert aussi pour le ski, par exemple, donc qui me permet d'attacher les skis. Je peux attacher un piolet, par exemple, derrière aussi. En vélo, vous me direz, ça sert pas trop. Bon, et ce coup-ci, on prend même le piolet, hein. Sur certains sommets, je les ai pris quand même, donc bon. Pas lâcher le vélo, c'est tout. Donc là... Chacun son truc, hein. Alors celui-là, du coup, pour préciser, c'est un sac mammouth. Alors, je sais que ça va faire sourire ceux qui connaissent pas les équipements de montagne, mais mammouth, c'est une des marques d'alpinisme les plus prestigieuses et les plus qualitatives. Donc voilà, donc même s'il y a un logo de mammouth, c'est de la super bonne cam. Par contre, il est un peu vieux, voire même très vieux, hein. Là, j'en attends un tout nouveau bientôt, et pas de la même marque d'ailleurs, hein. Ça sera un millet normalement. Et celui-ci, c'est une marque que tu connais probablement plus si tu roules, puisque c'est la marque Prism, qui est spécialiste des sacs à dos de ride, et dont la particularité est que, en fait, tu achètes une base dorsale, qui sert aussi de protection dorsale, et dessus, tu peux mettre le sac à dos que tu souhaites, c'est-à-dire plus ou moins gros volume, adapté à tel ou tel type de sport, VTT, ski. Et du coup, c'est assez pratique, et c'est de la super qualité aussi. Mais voilà, pas pour la même utilisation, du coup. Un sac comme ça n'a pas que des avantages, il y en a deux, notamment. Le premier, c'est le poids, et le deuxième, c'est que c'est assez paradoxal ce que je vais dire, mais du coup, c'est pas un sac qui est idéal pour rouler, du fait du positionnement des sangles, puisqu'en fait, le sac est moins bien plaqué sur le dos qu'un sac de ride. Donc en fait, ce que je fais, c'est que j'ai deux réglages de sangles que je change, un à la montée et un à la descente. Donc en gros, à la montée, le sac, je vais le serrer le plus possible sur les hanches, comme je vous montrais dans mon tuto de portage. Et à la descente, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais relâcher les sangles d'épaule pour baisser le niveau du sac, pour que, quand on est sur une pente raide, il n'y a pas le casque qui touche l'arrière du sac et qui empêche de remonter la tête.
Donc je vais baisser ça, et je vais serrer les sangles, mais plus bas que les hanches. Donc c'est-à-dire que c'est pas comme ça que ça se porte normalement. Mais du coup, avec la position recourbée sur le vélo, ça fait légèrement remonter le sac, ça le remet en bonne position. Alors ensuite, je vais vous parler des équipements VTT. Le premier équipement fondamental, c'est le casque. En fait, si tu suis mon actu depuis quelques années, à la base, enfin il y a longtemps, je roulais sur Met déjà, avec les premiers parachutes. Et ensuite, je suis passé sur des casques de DH SP, puisque j'ai roulé pour SP pendant 2 ans. Mais maintenant que je suis plus chez SP, je suis repassé sur du Met, qui est à mon sens le meilleur casque pour ma pratique. Alors donc, quelle est la particularité du parachute? Il y a d'autres casques qui existent comme ça sur le marché, mais celui-ci, c'est celui qui était le plus abouti, on va dire. C'est un casque homologué DH, avec mentonnière. Pour la petite histoire, en fait, avant je roulais avec un casque jet normal, et je suis passé à la mentonnière suite à un événement qui est arrivé, qui heureusement, ça n'a pas été dramatique. En clair, je roulais dans un pierrier, j'ai fait un OTB, mais un bel OTB, quoi. J'ai fait un vol de, je sais pas, au moins 4 ou 5 mètres, quoi. Et il y avait 2 gros rochers, là, qui étaient comme ça. Et j'ai atterri la tête pile entre les 2 rochers, quoi. Donc en gros, j'étais 15 cm plus à droite, 15 cm plus à gauche, je m'explosais toute la face. Et c'est là que je me suis dit, en fait, on n'est quand même pas très bien protégé avec un petit casque jet. Donc dès le lendemain, je suis allé chercher mon premier parachute. La particularité de ce casque-là, c'est que ils ont donc une protection totale, faciale. Ils sont extrêmement légers, c'est plus léger qu'un casque de DH, ils font moins de 1 kg. Donc, on va repeser ça là d'ailleurs. Je vous le confirme en direct. 900 grammes. Des casques de DH à moins d'1 kg, c'est impossible à trouver. Donc il est léger, et puis surtout, la particularité, c'est la suivante. Vous avez 2 petites vis que vous ouvrez. Tac. Tac. Et en fait, vous avez un casque jet, parfait pour l'enduro. Et là, la mentonnière. Ça peut être aussi une technique pour le transporter dans le sac, puisque du coup, vous pouvez mettre la mentonnière à l'intérieur, et puis la partie supérieure sur le dos du sac. Donc voilà, c'est très pratique. Quand je fais juste des petits circuits d'enduro ou des trucs faciles, je mets que cette partie-là. Et dès que ça devient sérieux, on rajoute la mentonnière. En plus, ce casque dispose de la technologie MIPS. Donc vous voyez, en fait, l'intérieur du casque glisse contre la partie supérieure, ce qui permet d'absorber une partie d'un choc tangentiel. Alors un autre critère important pour le casque, c'est qu'il faut que la visière soit plate, parce que du coup, à l'intérieur de la visière, sur la face interne, je colle le support GoPro de telle sorte à mettre la GoPro en dessous de la visière. Donc il y a des casques avec des visières, avec des structures, on va dire, esthétiques, mais du coup, c'est quasi impossible de mettre la GoPro dessus. Alors ensuite, je vais commencer à vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de ce sac. Alors, déjà, je vais virer ce que je vais pas présenter dans la vidéo, à savoir les équipements vidéo, justement, que je prends pour aller en montagne. Une sacoche de batterie, un drone, télécommande de drone. Donc tout ça, on va pas en parler parce que, bon, c'est pas de l'équipement de montagne ni de vélo. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Dans l'équipement vélo, toujours, les protections. Hop. La genouillère et coudière, et la dorsale. Alors les protections, j'ai le même impératif que pour le casque. Pour tout mon équipement, en fait, il faut que ce soit léger. Parce que, vous voyez, ça fait déjà 10 kg, sachant que moi, j'ai vraiment tout optimisé. Je vais même jusqu'à couper les étiquettes de mes vêtements pour gagner du poids, ce qui a souvent fait rigoler mes potes. Coudière et genouillère, c'est des équipements Bluegrass. C'est la même boîte que Met, pour information. C'est la même société. Ils ont 2 marques, Met et Bluegrass. Pourquoi je prends ça comme équipement? J'ai 2 critères. Le premier, c'est qu'il faut que ça soit des protections en fluide non newtonien, comme on dit, c'est-à-dire, là, c'est du D3O. En gros, vous le tordez, c'est mou, et sur un choc, ça se durcit. C'est-à-dire que la dynamique du matériau change selon l'énergie qui lui est donnée, quoi. Le D3O, c'est ce qui est utilisé surtout en moto. Et mon deuxième critère, c'est le fait que ce soit des protections à zip.
Ça, c'est hyper important. D'abord, parce qu'il y a très peu de protections qui sont à zip, la plupart elles sont à enfiler. Du coup, quand vous montez pendant 3 heures avec votre vélo sur le dos, vous arrivez au sommet et que vous devez les mettre, eh ben, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez enlever vos pompes. Quand on est au parking à la voiture, c'est pas grave, hein. Mais quand on est sur un sommet à 3000 mètres par 0 degré avec du vent à 40 km/h et qu'on doit enlever ses pompes, eh ben, je peux vous dire que c'est vachement agréable de pouvoir simplement le foutre sur le genou, un petit coup de zipette, et elle est mise. Après les coudières, là les coudières c'est pas des coudières à zip, ça n'existe pas je crois, donc c'est juste des coudières qui s'enfilent, en D3O aussi. Et la dorsale, qui est une dorsale Bluegrass également. Pour tout vous avouer, la dorsale, je l'utilise pas particulièrement pour l'aspect dorsal. C'est-à-dire que j'ai tellement de bordel dans le sac à dos que, en fait, une dorsale, j'en ai déjà par définition. C'est mon sac. Oula! Mais qu'est-ce que ça fait? Pourquoi je mets quand même cet équipement? C'est surtout pour les protections d'épaule. Alors du coup, il y a aussi évidemment toute la protection dorsale. De temps en temps, clairement, en fait, ce que je fais, c'est que je la retire. Les dorsales Bluegrass, elles sont faites aussi pour aller faire de l'enduro pur, c'est-à-dire même sans sac à dos, puisque vous pouvez, il y a même une poche pour y mettre directement un camelback. Mais donc en fait, cette partie-là, je l'utilise quasiment pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une protection légère qui protège bien les épaules. Après, l'aspect esthétique n'est pas à négliger non plus, hein. Les Bluegrass, elles sont tellement jolies qu'on peut presque les mettre sans jersey. Regardez. Alors, qu'est-ce qu'on trouve encore comme équipement de protection de vélo? Incontournable, il y a les gants, évidemment. Merde, j'ai mis à l'envers. Putain, je suis vraiment pas ce que je fais là aujourd'hui. Hein. Alors que des marques de gants qui font des trucs bien, il y en a vraiment plein. Pour pas citer toujours la marque Bluegrass, il y a Endura par exemple qui font des très bonnes choses avec des bons rapports qualité-prix. Néanmoins, les gants Bluegrass sont vraiment bien aussi, parce qu'avec eux, j'ai découvert les gants à poignet court. La texture, elle est vraiment géniale, hyper agréable à porter. Les grips sont parfaits, ils sont bien résistants. Et en plus, le poignet court, c'est vraiment hyper agréable. En fait, ça libère le poignet et il y a une meilleure fluidité dans la tenue du vélo. Je sais pas comment l'exprimer, ou c'est peut-être subjectif, hein, mais moi, je préfère. Et puis donc, quand on est en plein hiver, et qu'il fait vraiment froid et avec des conditions hostiles, les gants de vélo, là, ça suffit plus du tout. Même les marques de gants de vélo qui font des modèles hiver, oui, c'est bien pour le vent, mais dès qu'on touche la neige, la glace, le rocher, on oublie, là, on oublie, on va se le dire. Ce que je prends, c'est clairement, c'est même pas des gants de ski, c'est des gants d'alpinisme technique, des gants de cascade de glace, là. Concrètement, ceux-là, c'est des Black Day, qui servent normalement à faire de la cascade de glace. Donc, là, avec ça, clairement, vous n'avez pas froid aux doigts. Par contre, la tenue du guidon, c'est une autre histoire. Mais on s'y fait, on s'y fait. Alors maintenant, je vais passer à tout le volet sécurité. Donc, tout mon matos de sécurité tient dans cette petite trousse. Alors, j'ai déjà fait une vidéo où j'expliquais vraiment en détail tout ce qu'il y avait dans cette trousse. Donc si vous voulez vraiment aller plus loin, je vous enjoins à aller la regarder, parce qu'on va pas refaire une vidéo de 10 minutes juste sur ce qu'il y a là-dedans. Néanmoins, je vais vous rappeler ce que je mets de base. Ah non, il y a un truc en plus, vous allez voir. Alors déjà de base, la lampe frontale, pour si on se fait prendre par la nuit. La boussole. La couverture de survie, elle commence à être un peu vieille. La crème solaire. Des médicaments avec surtout des antidouleurs. Tu montes Dimitri ou quoi? Du sérum physio. De quoi stopper une hémorragie. Des pansements à découper, imperméables. Je me suis même fait... alors ça c'est une sorte d'aide-mémoire, parce que si on a un accident, on n'a pas forcément l'esprit clair. Donc là, j'explique tous les médicaments qui sont dans la petite sacoche de médicaments, et avec leur posologie maximum, et ce pourquoi ils sont indiqués. Voilà, donc je me suis fait une petite fiche plastifiée comme ça. Et nouveauté depuis un an, ce petit appareil, pas si petit que ça d'ailleurs, le téléphone satellite. Alors je suis d'accord, on va pas en Antarctique,
Mais en montagne, il y a énormément d'endroits qui captent pas. Hein. La majorité des zones, des vraies zones de montagne, hein, je parle, hein, si vous allez faire du DH en station, ça va capter. Mais la majorité des vraies zones de montagne, vous n'avez plus de réseau. Hein. Donc en fait, c'est comme si vous n'aviez pas de téléphone. Donc avec ça, vous pouvez normalement, je dis bien normalement parce que ça aussi c'est défaut, vous pouvez joindre n'importe qui, n'importe où. Le principal défaut, c'est la réactivité de connexion, c'est-à-dire qu'avant qu'il arrive à se connecter au satellite, il y en a pour un certain temps. Si on est dans un endroit trop encaissé ou dans une forêt par exemple, il se peut que vous n'arriviez pas non plus à vous connecter. L'autre problématique, c'est le poids. Hein. Celui-là, c'est le plus léger du marché, enfin le plus léger que j'ai trouvé. Hein. Enfin, l'aspect le plus chiant, c'est l'abonnement, puisque en fait, il faut prépayer un certain nombre d'heures de communication, il faut l'acheter auprès de services spécialisés. Et fonction des différents opérateurs et fabricants de téléphones, les modalités changent, donc c'est pas simple et ça mérite de s'y pencher. Sachant que, évidemment, le dernier aspect négatif, c'est le coût, puisque un appareil comme ça vaut dans les 500 € et c'est pas du tout les plus chers. Et l'abonnement, je crois que j'ai dû payer, je dis pas de bêtises, mais dans la 70 € l'heure prépayé. Prépayé en plus avec une durée de validité, c'est-à-dire que si je l'utilise pas au bout d'un an, j'ai perdu ces 70 €. Mais bon, comparé au fait que ça peut vous sauver la vie, c'est pas si cher. Un autre élément de sécurité que je prends toujours avec moi, c'est un passe-montagne. Quand vous avez très froid, d'un coup, vous êtes très content d'avoir ce genre d'équipement. Ah, c'était la violence. Ça vous fait tout de suite ressembler à un braqueur de banque. Enfin non, pas dans cette couleur. Mais c'est génial, là d'un coup, vous avez plus froid. Parfait. Le passe-montagne, je le prends même en plein été, hein, parce que les températures en montagne peuvent changer d'un coup. Et j'ai aussi expliqué dans ma vidéo sur les principes de sécurité en montagne que vous pouvez aller retrouver. Je considère qu'on doit toujours prendre en compte le fait qu'on peut se faire prendre par la nuit, et donc considérer qu'on va passer une nuit entière en montagne. Alors mon petit bonus sécurité aussi, une astuce à la fois sécurité et poids, c'est que je prends pas mon portefeuille, puisque ça sert à rien, c'est lourd, voilà. Je prends que les équipements nécessaires dans ces sachets imperméables. Alors ça c'est des sachets à double zip, vous voyez. Normalement c'est pour les... je crois que c'est pour le lait maternel, voilà. C'est pour que ça soit parfaitement étanche. Donc, moi je mets pas du lait maternel dedans. Je mets ma carte bleue, mon permis de conduire, les deux trucs avec lesquels vous pouvez vous démerder ensuite partout dans n'importe quel pays. Et surtout, je mets une petite carte. Et donc sur cette petite carte plastifiée que j'ai fait moi-même, dessus il y a les numéros à prévenir en cas d'urgence. En fait, c'est un récapitulatif des numéros des personnes qui sont proches. Il faut considérer que si on se retrouve paumé dans une autre vallée de montagne ou dans un autre pays et qu'on n'a plus de téléphone, ou que notre téléphone a les batteries en rade et tout ça, et ben si on doit appeler quelqu'un, maintenant on connaît plus les numéros par cœur, donc ça me permet d'aller prendre n'importe quel téléphone et d'appeler. Et surtout en fait il y a une zone en rouge où il y a marqué à prévenir en cas d'urgence, donc ça c'est pour si je suis inconscient ou pire, avec en plus mon groupe sanguin qui est précisé. Donc ça c'est une technique dans l'armée normalement de mettre le groupe sanguin, je crois qu'ils les mettent sur les chaussures. Donc voilà, j'espère ne jamais avoir à me servir de cette petite carte. Et puis les derniers points à pas oublier, lunettes de soleil. Maintenant, on va aborder l'aspect mécanique et réparation du vélo, qui est important aussi, parce que si vous partez en montagne et puis votre vélo vous lâche, ce qui peut arriver, voire ce qui arrive très souvent, pour être franc, moi j'ai une sortie sur deux où je dois sortir la trousse de réparation de vélo. Hein. Bon, et ben aujourd'hui, on a crevé 6 fois. Donc si vous n'avez pas de quoi réparer votre vélo, ça sert à rien de l'emmener là-haut. Hein. Alors, cette trousse de réparation, c'est comme la trousse de sécurité, j'en ai déjà parlé. Vous pouvez la retrouver dans cette vidéo. Alors, elle a été faite il y a déjà quelques années, mais il n'y a pratiquement rien qu'à changer. D'ailleurs, je vais vous le repasser très vite. Alors d'abord, il y a l'inévitable multitool. La pince Laserman qui fait pince et couteau. La pompe, la plus légère possible, mais avec un gros volume néanmoins, parce que sinon c'est un peu galère de regonfler ses pneus. C'est cool, je fais ça à l'ombre. Les démontes pneus. Une chambre à air de rechange. Alexis, arrête, t'as amené une chambre à air crevée là. Le kit de visserie avec tous les types de vis et de pas qu'on trouve sur le vélo. Donc voilà. Associé à un certain nombre de rondelles pour pouvoir combiner. Des maillons rapides. Donc j'en ai deux là. La fameuse patte de derrière. Un kit de mèche. Ça c'est nouveau, je crois, par rapport à la dernière fois. Et les rilsans qui sauvent la vie. Voilà. Là, j'ai bloqué avec ce petit rilsan. Donc ça y est, là vous avez tout.
Alors tout ça, ça m'amène à vous parler des vêtements. Les vêtements, il y en a une partie qui est sur moi, évidemment, mais il y en a une autre qui est dans le sac. Et selon le cas de figure, ça va jamais se passer de la même manière. Le vêtement le plus important, et de loin, c'est la première couche thermique. Ça n'existait pas, ou quasiment pas, il y a une dizaine d'années, et maintenant c'est le vêtement incontournable quand on part en montagne. Alors la première couche, c'est un vêtement qui va être extrêmement moulant, et qui va vous permettre de garder toute votre température en évacuant la transpiration le mieux possible. Je suis déjà trempe. Je suis en partenariat depuis quelques années avec la marque Brubeck. C'est une marque polonaise qui est encore assez peu importée, mais qui est vraiment géniale, qui fait des produits top qualité et plutôt sympa. Alors, les premiers types de couches que je peux mettre, c'est ce qu'on appelle du dry. C'est vraiment très léger. C'est-à-dire que voilà, ça fait un demi-millimètre d'épaisseur, mais juste avec ce genre de vêtements, ça peut m'arriver de passer plusieurs heures en montagne par 0 degré, hein, rien qu'avec ça, et sans rien d'autre par-dessus. Donc voilà, selon le cas de figure, je prends un dry, manche courte ou manche longue. Il y a ces vêtements-ci qui sont avec des mailles 3D, qui sont top pour rider, ils évacuent très proprement la transpiration, et ils sont hyper agréables à porter. C'est du vélo avec Arva. Et après, fonction de la température, on va dire minimale, je peux prendre une première couche beaucoup plus chaude. Ça peut être des couches comme ça, avec de la laine mérinos, donc c'est déjà un peu plus épais. Et on peut aller sur des vêtements thermaux beaucoup plus hardcore, comme celui-là. Il faut savoir que c'est que là, il faut vraiment qu'il fasse très très froid, parce que là, vous allez l'enfiler, s'il fait moins 5, moins 10 degrés, vous allez avoir très chaud, ça va être génial, mais dès que vous allez commencer à faire de l'activité, vous allez avoir trop chaud tout de suite et transpirer. Ah, moi j'ai trop chaud avec ce truc. Ouais, t'es sûr. Donc il faut vraiment les adapter. Ça peut être bien aussi en cas de bivouac. Voilà. Alors bien sûr, je prends pas tout ça à chaque fois. C'est le seul équipement qui change en fait à chaque sortie, c'est les vêtements. Donc ma réflexion principale, c'est de me dire quelle température il va faire, comment je vais être actif ou pas. Parce qu'il y a des rides où on est plus ou moins actif. Il y a par exemple un ride où on filme, on va s'arrêter un peu plus. Comment? Ouais, mais regarde, il y a du bleu qui est revenu. Un ride où je vais être tout seul et je vais juste enchaîner, je vais prendre que des tissus plus minces. Un ride où on va faire un bivouac, il faut prévoir une couche vraiment chaude pour le soir ou la nuit. Brubeck, ils font des vêtements en laine mérinos aussi, qui sont vraiment extrêmement chauds. Ils ont la particularité même d'avoir la meilleure laine mérinos du monde, qui est la plus fine. Ensuite, par-dessus, il y a la dernière couche. Concrètement, c'est une veste d'alpinisme. Alors, c'est pas du tout fait pour le vélo non plus. Ça, c'est vraiment fait pour de la montagne, voire de la haute montagne. Grosso modo, c'est une veste avec du Gore-Tex 3 couches. Et ça, je la sors dans quel cas de figure? C'est surtout dès qu'il commence à y avoir des températures vraiment basses et combinées avec du vent. Dès qu'il y a du vent, les vêtements comme ça, c'est plus efficace. Parce que du coup, c'est juste près du corps, le vent, ça passe à travers. Donc en fait, le mieux, c'est tant que vous pouvez, vous gardez juste une première couche. Dès que ça devient un peu trop extrême, vous passez sur celle-là, vous passez sur la première couche plus la veste d'alpi. Ah, parce que là, le vent, par cette température, ça caille. Ah. Et ensuite, si vraiment les conditions sont extrêmes, j'ai toujours une doudoune dans le sac à mettre entre les deux. Ça, c'est le principe des 3 couches. Toutes les personnes qui font de la montagne connaissent cette façon de procéder. C'est classique en montagne, ça l'est moins en vélo. Dès que vous êtes inactif, si vous êtes un bivouac ou si par exemple vous êtes blessé, ça devient un vêtement impératif. C'est pour ça, en fait, je le classe pas parmi les vêtements. Pour moi, c'est plus un équipement de sécurité. Manche de caouet trop longue, on va arranger ça. Donc, vous mettez votre caouet sur une planche à pain. Hop. Et vous obtenez un caouet manche courte. Idéal pour la protection contre la pluie. Tout en n'ayant pas trop chaud. Et tous les vêtements, je les mets dans un sac étanche. C'est des sacs Sea to Summit. Alors ça me sert aussi en cas d'orage ou de grosse pluie, je peux mettre le matériel électronique dedans. Il commence à trop pleuvoir. Je vais être obligé de ranger tout le matos électronique dans le sac étanche là. Vous voyez, en fait, c'est très simple. C'est même tellement simple que c'est assez désarmant. Il y a juste une languette. Vous repliez plusieurs fois la languette. Et ensuite, vous clipsez. Et ensuite, c'est tellement étanche que même l'air n'arrive pas à sortir. Incroyable. L'autre avantage d'avoir des sacs étanches comme ça à l'intérieur de son sac à dos, c'est que ça permet d'organiser son sac. C'est-à-dire toutes les fringues, hop, ils sont groupés dans un sac, c'est rangé, ça va pas s'éparpiller, vous n'allez pas en perdre, vous allez retrouver ça vite. Alors pour le bas, il y a 2 choix, hein, short ou pantalon. Tant qu'on peut, je conseille de privilégier le short. Parce que, en règle générale, c'est pas par le bas qu'on a froid, hein, c'est vraiment par le haut. Donc on peut très bien avoir un short par des températures froides. Alors en short, j'ai des shorts, j'ai divers types de shorts de VTT. Donc celui-là, c'est un Alpine Star, ils font des shorts très bien. Après, il y a plein de marques, hein.
suis pas sponsorisé par eux. Et du coup, quand il fait plus froid, ou en plein hiver, je mets des pantalons de VTT spécialement adaptés. Donc celui-là, c'est un Endura, typiquement. Endura, j'en ai parlé pour les gants, mais ils font de la très bonne cam en vêtements. Et dans les conditions vraiment extrêmes, je mets un pantalon qui est plus du tout fait pour le vélo, mais qui est un pantalon de ski alpinisme. Alors à savoir que la règle d'or, quand on est en montagne, c'est qu'il vaut toujours mieux avoir un peu trop froid que trop chaud. Parce que dès qu'on bouge, on a plus froid. Et à l'inverse, si on a un peu trop chaud, même légèrement, et qu'on fait de l'activité, vous allez transpirer, vous allez mouiller vos vêtements, et du coup, ensuite, vous aurez froid. Et une fois qu'en plus c'est mouillé, c'est compliqué à faire sécher. C'est pour ça que j'ai toujours une première couche sur moi, mais j'en ai une deuxième de rechange, souvent légèrement différente, soit un peu plus chaude, soit un peu plus froide. Et ça permet de, si jamais on commence à mouiller en transpiration, de changer une fois qu'on est en haut. Heureusement qu'il fait pas froid. Bon, ça commence à devenir un peu le bordel, là, ça tient à peine sur la table, maintenant. Pourtant, c'était dans le sac. Alors, le dernier aspect, c'est la gestion de l'eau. Donc, pour ça, l'équipement essentiel, c'est la poche à eau. Ça doit être bonne. Alors ça, il en existe de plein de modèles, il y a plein de marques qui font des poches à eau. Je vais vous donner mes critères pour en prendre une bien efficace pour le vélo de montagne. Déjà, surtout, évitez toutes les poches avec des ouvertures à vis. Ça, c'est vraiment une horreur. En termes d'ergonomie, vous allez remplir la gourde, vous allez pas pouvoir revisser sans la reverser. C'est nul pour la nettoyer, c'est nul pour tout. Donc il faut des poches à glissière, hein, comme celle-ci. Vachement plus pratique, vachement plus simple. Bon, allez, enfin un peu d'eau là, on était vraiment à sec. Hein. Comme quoi la neige, c'est mouillé partout, mais... Évidemment des poches avec des tubes à eau qui se déclipsent. À ce sujet, j'ai longtemps utilisé des poches Hydrapack, je les déconseille fortement parce qu'en fait leur système de clipsage, il se grippe très très vite. Au bout de quelques sorties, vous n'arrivez plus à décrocher le tuyau, ce qui est quand même super chiant. Là en ce moment, j'ai une Osprey qui est très bien. Après, il y a d'autres marques. Faire attention à prendre des marques avec des plastiques qui donnent pas trop de goût dégueulasse à l'eau. Sur la taille, il faut 2 litres, 2 litres 5. En dessous, 2 litres, c'est quand même un peu limite. Et du coup, pour le traitement de l'eau, je prends du micro-pur, donc des pastilles de chlore qui servent à désinfecter l'eau, comme ça je peux boire n'importe quelle eau. Donc ça c'est pareil, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo et dans cette vidéo. Donc je vais pas revenir dessus. Je peux juste préciser qu'il existe aussi des pailles pour boire n'importe quelle eau, mais que par définition c'est quand même beaucoup moins efficace que le micro-pur, puisque vous pouvez pas remplir une gourde avec une paille. Donc je vois pas trop l'utilité de ça hein, par rapport à du micro-pur. Et puis les derniers points à pas oublier. Barre énergétique. Alors, barre énergétique, moi, c'est des Nutrisens que je prends. On est au col, on a droit à un petit déjeuner. Alors, t'as le choix entre cranberry et caramel. Dis caramel. Ah putain, on est d'accord. Ce qui est important, c'est d'en manger régulièrement tout au long de la montée. Hein. Moi, j'ai le défaut de pas assez boire et pas assez manger, et en fait, on fait vite des crises d'hypo. Et le problème, c'est que quand vous apercevez que vous étiez en rate d'eau ou de bouffe, en règle générale, c'est un peu trop tard. Voilà. Donc suffisamment de barres pour, grosso modo, en manger une par heure. Alors moi, personnellement, je prends rien d'autre, je prends que des barres, même quand je pars une journée entière, pas de sandwich. Ouais, ben voilà le repas. Et puis, évidemment, pas d'alcool. Salut. Salut. Je sais qu'il y a ce sorte de mythe de prendre un petit digestif ou une petite fiole de vin en montagne, c'est n'importe quoi. Quand on fait du sport, c'est juste aberrant. Il n'y aura rien de mieux pour se blesser, et en plus, ça déshydrate, et ça vous fait du poids en plus qui sert à rien. On va dire que je suis trop sérieux, mais bon, j'assume. Donc voilà, là vous avez devant vous tout l'équipement que je prends de base. Et ben vous voyez que maintenant je suis presque étonné que ça rentrait seulement dans ce sac. Donc faire son sac aussi, ça s'apprend. Tout est rentré dans le sac à dos? Ouais, tout est rentré. Il manque plus qu'à mettre le vélo au-dessus. C'est hyper important de tout ça, de le répartir de façon propre, avec les masses le plus vers le bas possible. Le dos droit, faut pas que le sac soit trop bombé aussi. Ouais, il est bien là. Bon réglage là. Et un critère pour vous dire que votre sac est bien fait, c'est que si vous le posez par terre, il doit tenir debout tout seul. Alors il y a quelques marques de sacs qui ont des poches en dessous qui permettent pas ça, mais en règle générale, c'est un bon critère. Si votre sac il tombe, il tient pas, il est mal fait. Donc voilà, si vous avez plus de questions en détail, je vous renvoie encore vers mes anciennes vidéos. Et si vous avez vraiment des questions pointues, je peux y répondre en commentaire ou en message perso. Allez, je vous souhaite à tous de très bonnes sorties en montagne.